Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bogart, qui est un membre de la formation Les Clés de l'Immobilier et qui va nous partager son expérience au travers de la formation et surtout les résultats qu'il a obtenus grâce à la formation. Salut Bogart, comment vas-tu? Salut Seb, je vais très bien toi. Ça va, merci. Merci d'accepter l'invitation sur le podcast et surtout de partager ton expérience. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu veux bien déjà rapidement te présenter, s'il te plaît? Ok, déjà je te remercie pour l'invitation. Alors je m'appelle Bogard, j'ai 25 ans, je suis originaire de la région niçoise. Je suis saisonnier, donc moniteur de ski à l'ESF en hiver et je travaille en base nautique dans le sud de la France en été. Est-ce que, depuis quand à peu près tu t'intéresses à l'immobilier, tu t'informes, tu te formes? Alors en fait, ça m'est venu il y a 2 ou 3 ans. Je cherchais quelque chose à louer pour ma saison d'hiver. Je trouvais pas grand-chose. Je me suis renseigné pour acheter. Et je suis tombé sur quelques vidéos YouTube, des forums, des livres. Et ça m'a un peu intrigué, pour être honnête. Et là est venu le confinement à ce moment-là. Et je me suis vachement penché sur tout ce domaine-là pendant 2, 3 mois à fond. Et c'est là où j'ai découvert tout ce qui était possible de faire et que ça allait plus loin que ce que je pensais, que ce qu'on m'avait toujours dit, entre guillemets. Même si j'ai dans ma famille mes parents qui ont un petit peu de locatif et tout ça, mais c'était pas la même vision que j'ai maintenant ou qu'on peut aborder dans la formation ou dans le terme des rentiers qu'on retrouve vachement. C'était pas vraiment cette vision-là. Ce que j'entends déjà, moi, ça me fait plaisir, c'est que voilà, ce confinement, bah, c'était drôle pour personne, mais il y a ceux qui l'ont subi, il y a ceux qui, comme toi, ont réussi à en tirer profit quelque part, à utiliser ce temps dispo pour faire quelque chose de constructif. Et aussi, bah, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup, finalement, pas mal de demandes de nouveaux clients à cette période-là, parce que bah, les gens, même ceux qui ont un très bon salaire et même ceux qui aiment leur job, etc., et bien d'un coup, se sont rendus compte que finalement, d'avoir une seule source de revenus, un seul salaire, c'était finalement être juste à une étape de la précarité, enfin d'une situation compliquée. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert un petit peu les yeux là-dessus et qui se sont dit, ouais, il faut qu'on trouve des solutions pour avoir d'autres sources de revenus. Et bah, c'est vrai que l'immobilier, encore et toujours, c'est le domaine pour moi le plus rentable et le plus stable, le plus visible. Et du coup, beaucoup de gens se lancent là-dedans, dont tu fais partie. Est-ce que tu peux nous dire, nous parler du coup, voilà, tu t'es lancé, tu t'es formé, tu as investi, on va en parler en détail après, mais pourquoi finalement tu as choisi l'immobilier et pourquoi pas autre chose? Ouais, non, en fait, à la base, euh, comment on pourrait dire, ce qui est intéressant avec l'immobilier, il y a beaucoup de monde qui le sait, c'est l'effet de levier, même si j'étais déjà allé voir la banque une fois, un peu les mains dans les poches, et demander si je pouvais acheter un appartement, comme tout le monde, ils te disent, travaille 2, 3 ans, mets des sous de côté, et tu reviens, et après on verra. Et en fait, tu te rends compte qu'en montant un bon dossier, en trouvant un bon projet, il y a moyen en persévérant un petit peu, de voir plusieurs personnes et de bien ficeler la chose. Il y a moyen quand même de lever des fonds plus importants que ce que tu as ou que ce que tu gagnes. Et c'est là que ça devient vachement intéressant. Donc c'était vraiment pour ça, parce que moi, mes fonds propres sont, je gagne ni bien ni mal ma vie. On va dire que je suis dans la moyenne. Mais d'investir tes fonds propres, même si tu as 8, 10, 15% de rentabilité, c'est pas ça qui va te changer la vie. Alors qu'en immobilier, tu as des faits de levier, tu as des plus-values qui peuvent être immédiates si tu as bien acheté. Et tu as de suite l'espoir, entre guillemets, de faire quelque chose de plus gros assez rapidement. C'est exactement ça pour moi, enfin, la puissance de l'immobilier, c'est cet effet de levier. Effectivement, on peut commencer avec pas grand-chose et investir des grosses sommes d'argent et faire travailler des grosses sommes d'argent pour nous, même si on n'a pas un gros salaire ou pas un gros apport. Et ça, on se rend pas souvent compte quand on ne voyage pas beaucoup, mais en vrai, la France, c'est un des rares pays où on peut encore aujourd'hui emprunter à 100%, voire même 110%. Les trois quarts des pays, en tout cas ceux que j'ai visités, c'est en moyenne 30% d'apport minimum, quoi qu'il arrive, peu importe ton salaire, peu importe ton apport, enfin, peu importe ta situation, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance qu'on a en France, on s'en rend pas enfin, pas toujours compte. Et effectivement, enfin, tu le sais, moi j'ai souvent ce discours, mais quand on parle de rentabilité, on fait un faux calcul en immobilier puisqu'on regarde les loyers qu'on encaisse et le prix d'achat du bien, alors qu'une rentabilité se calcule par rapport à l'investissement qu'on fait, donc l'argent qui sort de notre poche, et ensuite les biens, c'est-à-dire l'argent qui va rentrer dans notre poche. Et les loyers, c'est pas ce qui va rentrer dans notre poche. En face, il y a des dépenses. Et c'est vrai que quand on fait ce calcul-là, ben, on se rend vite compte que l'immobilier, on peut atteindre des 300-400% de rentabilité parce que finalement, on va investir peut-être 5 ou 10 000 euros de notre poche dans un apport et qui va nous générer peut-être 10 000 euros de revenus de cash flow par an. Donc si on fait ça, bah, ça fait déjà du 100% de rentabilité. Et sans parler de l'effet d'amortissement et de l'effet de plus-value. Donc vraiment, voilà, ceux qui découvrent un petit peu ce dont on est en train de parler, je vous invite à aller voir quelques vidéos, quelques podcasts que j'ai posés où je parle de cet aspect de rentabilité.
Et effectivement, quand on reprend ça, eh ben, on a envie de faire de l'IMO plus que de la bourse, plus que de la crypto ou d'autres domaines. Alors après, je dis pas que c'est pas bien le reste, c'est très très bien diversifié, mais je pense clairement avec l'expérience que l'immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer, c'est ce qu'il y a de plus facile pour aller vite. Et après, une fois qu'on est stable avec l'immobilier et qu'on a des fondations stables, là, oui, il faut diversifier, ça fait partie aussi du processus de l'investissement. Ouais, exactement. Après, ouais, c'est ça, c'est que c'est facile de commencer, même avec un petit studio, en fait, partir du principe que dès que tu as un salaire, tu peux emprunter. Même si tu gagnes un SMIC et que tu peux emprunter, tu fais le calcul, c'est quoi? C'est 35% sur 1 200 euros. 3 fois 4, 12, tu peux emprunter 80 000 à 90 000 euros. Si tu es un peu dégourdi, tu peux toujours trouver quelque chose autour des 100 000 euros, un petit studio, même quelque chose via une plus-value à louer. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose en roulant à 1 heure et demie autour de chez toi. Ça, c'est ce que tu dis, c'est important aussi. C'est que souvent, les gens ils se disent, oui, mais moi, chez moi, c'est trop cher, machin. Et en fait, enfin, nous, on l'a analysé plusieurs fois avec le groupe, etc. Où, enfin, peu importe où on vit en France, même si c'est dans le cœur de Paris, à 1 heure et demie de route, eh bien, il y a des endroits beaucoup moins chers où, avec 100 000 euros, effectivement, on peut acheter quelque chose. Et on peut même commencer par un garage ou une place de parking, hein. À partir du moment où le premier projet nous rapporte de l'argent, bah, le deuxième sera un petit peu plus gros, le troisième un petit peu plus gros, et ainsi de suite. Mais en tout cas, déjà, faut commencer au plus vite, quoi. Prochaine question. Est-ce que, du coup, tu avais des blocages pour investir seul sans te former, voilà, sans suivre le programme Les Clés de l'immobilier? Est-ce que tu aurais osé te lancer? Ouais, et non, je dirais pas des blocages parce que j'avais pas de peur en particulier, mais le fait de pas avoir assez de connaissances, j'aurais acheté un bien comme tout le monde, avec un effort d'épargne ou une autofinance en ayant un petit peu de chance. Et j'aurais moins essayé de chercher quelque chose avec de l'optimisation, où tu peux créer de la surface, agrandir ou rénover, ou vraiment quelque chose qui peut avoir une valeur différente par rapport au moment où tu l'achètes. Donc, je pense que j'aurais quand même acheté, mais ça aurait mis 20 ans à être rentable. Ouais, bah, malheureusement, c'est un peu ce que font 90% des investisseurs, je pense. Ouais. Et ça aussi, c'est important. C'est vrai que bah, quand on parle investissement à quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissances, on pense à studio, appartement. Mais en fait, bah, quand on parle avec des investisseurs qui vivent de ça, bah, on se rend compte que finalement, c'est souvent voilà, des biens qui sont un petit peu à transformer, à rénover, à grandir, ou alors des locaux commerciaux. Enfin, c'est pas forcément de l'appartement. Et ça, c'est vrai que si on cherche comme tout le monde, bah, on risque d'avoir un petit peu les résultats comme tout le monde. Donc nous, si on veut des meilleurs résultats, il va peut-être falloir chercher autre chose, autrement, et effectivement investir autrement. Du coup, par rapport à ça, en quoi la formation, les clés de l'immobilier a pu t'aider justement à passer d'un projet à 5-6% comme le font tous les Français, à un projet, on va le voir juste après, qui te rapporte quand même bien plus, quoi. Est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes là, sur lesquelles la formation t'a vraiment accompagné, t'a aidé à faire un projet très rentable au final, quoi. Ouais, je pense que déjà, ça m'a un peu orienté parce qu'au début, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube, je lisais pas mal de bouquins, bon, un peu tout ce qu'on peut trouver en ligne gratuitement. Mhm. Et c'est bien, on trouve de très bonnes choses, d'autres un peu moins bien. Mais en fait, le truc, c'est que tu sais pas où aller. Et un jour, je voulais faire de l'achat-revente, un jour, je voulais faire du locatif à haut rendement, mais du coup, dans des zones, la plupart du temps, pas folles, même si c'est pas des endroits que je connaissais. Après la courte durée, après la coloc, enfin, en fait, c'est assez compliqué entre guillemets. Et le fait de faire un projet par rapport à ta personne, tu gagnes du temps et c'est vachement plus ciblé. En sachant que moi, c'est un peu, entre guillemets, un petit peu, pas instable, mais l'hiver à un endroit, l'été à l'autre, du coup, c'est un petit peu compliqué pour les recherches de biens, pour les travaux. Et du coup, arrive à optimiser tout ça par rapport à ton style de vie, à tes contraintes. Si tu as une famille, de l'argent, pas de famille, entre guillemets, ben ça t'aide vachement et tu gagnes du temps. Donc là, c'est pas mal parce qu'on retrouve toutes les possibilités d'investissement dans l'immobilier et toi, tu te retrouves plus ou moins dans l'une ou dans l'autre. Ouais. Ça, bah, voilà, de toute façon, tu le sais, tu l'as compris, mais effectivement, moi, c'est mon message, c'est que le meilleur moyen de gagner vraiment de l'argent en immobilier, c'est de faire des projets sur mesure, comme est en train de le dire Bogart. Et pour moi, il y a 4 critères qui sont importants à prendre en compte. Bien sûr, bah, votre budget. Effectivement, si on a un budget de 50 000, on ne va pas faire la même chose que si on a 500 000. Il y a votre secteur. On ne va pas faire les mêmes projets si on habite à Paris ou si on habite dans la Creuse.
il y a vos objectifs. Est-ce que vous voulez juste placer de l'argent? Est-ce que vous voulez préparer la retraite? Est-ce que vous voulez devenir rentier comme Bogart? Donc ça, c'est important aussi, savoir sur quoi on part. Et il y a, ce que en train de dire Bogart également, le profil de l'investisseur. Est-ce qu'on a du temps? Est-ce qu'on n'a pas de temps? Est-ce qu'on a des connaissances, pas de connaissances? Est-ce qu'on est sur place ou pas sur place? Et en fonction de ça, on va adapter le projet. C'est là qu'on va choisir, est-ce qu'on fait de la part de la villa ou etc. Est-ce qu'on fait du meublé, du vide, de la courte durée? Mais tout ça, ça va coller à la personne, à sa situation, à son objectif. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller le plus vite possible. Parce que ça aussi, malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens copier la stratégie du voisin, qui pour le voisin a fonctionné, mais pour eux ne pas fonctionner parce qu'ils ne sont pas sur le bon secteur, il n'y a pas la même demande, c'est pas les mêmes prix, ils n'ont pas le même budget, et ainsi de suite. Donc ça, c'est effectivement, pour moi, une des notions primordiales quand on attaque l'investissement immobilier, c'est de comprendre ça, c'est que il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, meublé, vide, immeuble, appart, maison, etc. Mais il faut trouver la stratégie qui soit adaptée à soi à un instant T. Parce que ce que tu as décidé de faire là sur ce premier projet, on va en parler juste après, peut-être dans 6 mois, dans un an, tu veux faire autre chose parce que ton objectif est différent, tu as peut-être moins besoin de cash flow, tu veux de la plus-value, ou peut-être que c'est sur un autre secteur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment important, cette notion qu'évoque Bogart, voilà, de faire ce que j'appelle de l'immobilier sur mesure. C'est le meilleur moyen de ne pas se planter et surtout le meilleur moyen de gagner un maximum d'argent sur chaque projet. Ouais. Quelque chose à rajouter sur cette notion? Non, 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 au contraire, c'est exactement ça. En fait, je pense qu'il faut arriver à se projeter en se disant, voilà, si j'ai tel bien loué de telle manière dans 2 ans, 3 ans, est-ce que ça va être vraiment une contrainte ou est-ce que ça peut quand même fonctionner? Et il y a des moyens de mettre des choses en place pour que ça fonctionne bien. Même si je ne suis pas à côté, ça, c'est pas un problème, on peut arriver à déléguer. Mais est-ce que ça va être vraiment une contrainte dans ta vie de tous les jours ou c'est faisable? Et je pense que tu peux vite te projeter comme ça. C'est ça. Et c'est pareil, c'est important ce que tu es en train de dire, c'est effectivement se projeter, pas juste regarder le premier mois ou les 6 premiers mois, mais essayer de réfléchir, même si on ne le sait jamais vraiment, combien de temps je vais peut-être garder cet appartement ou pas. Enfin, ce bien en tout cas. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des projets en regardant que la partie location. Ok, j'achète, j'investis, je loue, mais ils ne regardent pas ce qui se passe après, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont revendre. Et en fait, on va en parler juste après, mais c'est souvent là qu'on gagne de l'argent. Il faut aller vraiment au bout de la réflexion quand on investit. Ok, si je loue, il va se passer ça. Mais si je vends dans un an, qu'est-ce qui se passe? Si je vends dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Si je vends dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'on va se lancer sur les bons projets et pas se retrouver bloqué avec un projet finalement qui n'a pas de cash flow et qui impacte notre capacité, on ne peut plus rien faire, où on n'a plus d'apport ou quoi que ce soit. Non, là, on anticipe tout et du coup, on n'est pas bloqué quand on fonctionne comme ça. Ouais. Ok, donc ça, c'est, je dirais, l'une des premières étapes, c'est déjà, voilà, savoir qu'est-ce qu'on fait, dans quoi on investit, quel type de location, quel type de bien, etc. Ensuite, voilà, sur l'étape de la recherche, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment toi, tu t'y es pris? Est-ce que tu avais une routine de recherche? Comment tu as pu trouver justement ton premier projet? Ouais, alors au tout début, j'étais en Savoie, en Haute-Tarentaise. J'étais allé voir pas mal d'agences, j'avais pas encore pris la formation, j'étais allé voir pas mal d'agences, j'avais fait le tour en disant que je cherchais quelque chose à rénover pour simplifier. Parce que si tu commences à dire que tu cherches quelque chose avec du cash flow, tout ça, tu perds la moitié des agents immobiliers en général. C'est pas le bien. Ouais. Je voulais chercher quelque chose, enfin, je voulais trouver, pardon, quelque chose avec des travaux. Mhm. J'ai visité quelque chose au bout d'un moment, c'est une bonne affaire, je ne l'ai pas saisi, ça m'est passé sous le nez. Et derrière, du coup, j'ai mis des alertes à pied un petit peu de partout. Et sur le Bon Coin, j'ai trouvé mon premier bien, du coup, dans mon village d'origine, dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes. Et une affaire qui était déjà rentable, entre guillemets, sur le papier, sans trop de négociations. Donc, j'ai eu un coup de chance. D'accord. Bon, après, la chance est un peu provoquée en mettant des alertes, en allant voir 6 fois par jour, mais et j'ai quand même eu de la chance de trouver ça sur le Bon Coin, sans bouche à oreille ou autre. Et voilà. Ok, intéressant, pareil, parce que c'est vrai que souvent, je suis le premier à dire que les meilleures affaires ne se trouvent pas sur les sites, se trouvent en off-market grâce au réseau d'apporteurs d'affaires. Mais je dis aussi qu'il y en a quand même sur le bon coin, et comme quoi il faut regarder. Et quand on regarde avec l'œil d'investisseur et qu'on voit les possibilités, le potentiel d'un projet et pas juste la surface et le prix, et on fait un calcul de renta, effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de bonnes affaires, en fait, même sur le bon coin, à se loger et compagnie, quoi. Ok, donc en fait, tu as visité à peu près combien de biens avant d'acheter? Finalement, pas beaucoup. Non, pas beaucoup, non. J'en avais visité un et celui-ci, j'avais de la famille sur place. Ok, Et en plus, il avait fait visiter à quelques personnes parce que je connais le vendeur.
Mhm. Il avait fait visiter à quelques personnes sur place Ok. et qui ne voyaient pas ce qu'on pouvait en faire, c'était pas assez grand ou trop gros ou Mhm. trop cher ou autre. Et ils sont passés à côté, mais il y a eu plusieurs visites. Mhm. Et du coup, il a mis en ligne derrière. Ouais, Moi, je l'ai vu, j'ai fait visiter de la famille parce que j'étais de l'autre côté de la France, dans le sud-ouest. Et en 20 minutes, j'ai dit qu'on prenait, quoi. Enfin, c'était bouquet. Parce que sur le papier, c'était trop ouais. beau pour être vrai. Je dis on bloque Mhm. et derrière, ça me laisse au moins une journée ou deux pour étudier tout ça, quoi. Ouais. Et au final, ça s'est vérifié. Bon, bah là, effectivement, 2 visites pour un achat, au top. On peut pas faire plus rapide, je crois. Et Ouais, là aussi, j'entends encore des notions importantes. La première affaire qui t'est passée sous le nez, ça aussi, bah, j'en profite pour le redire, mais effectivement, les bonnes affaires, les vraies bonnes affaires, elles restent 24, 48 heures sur le marché. Donc, si on n'est pas capable de dire je prends quand on va visiter un bien, n'allez même pas visiter, vous allez perdre du temps. Et ce qui, je pense, et tu vas nous le dire, Bogart, mais ce qui, je pense, t'a aussi permis justement d'acheter en très très peu de visites et un petit peu, pas à l'aveugle, mais t'as pas hésité, tu as tout de suite saisi l'affaire et on va voir que c'est une très bonne affaire. C'est justement toute cette préparation en amont, ton étude de marché, étudier ton projet sur mesure, tes calculs de rentabilité, de cash flow, d'apport, de financement, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tout le ouais, travail en amont qui t'a permis d'aller beaucoup plus vite du coup sur les visites? Ouais. ouais, c'est ça exactement. Parce qu'en fait, le premier bien que j'ai visité, moi, je pensais qu'en termes de location, je ne sais pas pourquoi, là, j'avais 8,5 en brut, ce qui n'était pas fou, quoi. C'était de l'autofinance, c'est pas mal de charges. Mhm. Mais derrière, il y avait une plus-value de 25-30 000 euros net en résidence principale à faire. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais focalisé sur la rentabilité, Ouais. sur le rendement. Et derrière, ça a été vendu. Je m'en suis un peu voulu, je t'avoue, de pas avoir acheté. Et du coup, dès que je voyais une autre annonce par rapport aux autres que j'avais ciblées, je m'étais vraiment fait une colonne locatif, une colonne revente. Yes. Et là, ça collait sur les deux plans. Du coup, j'ai dû être un peu plus vif pour prendre cette Mhm. affaire-là. Et par contre, quand c'était en ligne, moi, je l'ai bloqué dans la matinée dès que c'était mis en ligne, alors que j'étais au travail. Mais dans la semaine qui a suivi, il y a eu pas mal d'offres, voire de surenchères. Mais c'est une personne de parole et qu'on connaissait déjà, du coup, on s'était engagé. Ok. Même si on n'avait pas fait d'offres et tout ça, Ouais. c'était pas très bien, mais on a plus marché à la confiance qu'autre chose. Mais par contre, derrière, il y a eu des surenchères. Donc là, j'ai su que j'étais quand même sur la bonne affaire et que Ouais, j'étais clairement. capable de la revendre de suite, même plus cher que ce que ça valait, quoi. Ah bah clairement, c'est bon signe quand il y a une surenchère. Tu peux presque faire une substitution, tu prends ta com et merci, au revoir. Ouais, c'est ça. Mais il y avait tellement plus à faire en l'optimisant que j'ai préféré le garder. Bah ouais, ouais, non, on va en parler après des chiffres, mais et Ouais, là, pareil, bah, c'est cette notion qui est importante et on l'a déjà évoqué, mais d'effectivement pas regarder ce qu'on gagne sur la location uniquement, mais aussi regarder ce qu'on gagne sur la revente, que ce soit dans 3 mois, 6 mois, un an, 10 ans. Et c'est là qu'est l'argent en fait. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et moi, ça m'est arrivé encore aujourd'hui. Enfin, si demain j'ai une offre comme ça, d'acheter un bien même avec cash flow négatif, avec 4% de renta parce que je sais aussi que ce bien, dans 6 mois, il me rapporte 30 000 euros de plus-value, quoi. Et 30 000 euros de les gagner en cash flow, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il va falloir acheter peut-être plusieurs biens. Il va mm, falloir s'occuper des locataires, de la gestion, etc. C'est pas le même boulot qu'un achat-revente sur 6 mois ou un an, hein, clairement. ouais. Donc ça, c'est vraiment une notion importante où tout le monde a ce réflexe, en tout cas les investisseurs, ceux qui, c'est pour l'AFP, c'est différent, mais les investisseurs, on va sur le bon coin, voilà, c'est 100 000 euros. On regarde combien on peut louer. Je peux louer 1000. OK, ça fait du 10%, enfin du 12% de rentabilité annuelle. OK, c'est bien, mais 10%, déjà, on ne sait pas combien en euros on a dans notre poche. Peut-être qu'on est même en négatif parce qu'il y a beaucoup de frais en face, on n'en sait rien. Donc, déjà, ce qui est important de calculer quand on loue un bien, c'est pas forcément la renta, mais surtout le bénéfice mensuel, le cash flow, que ce soit positif ou négatif, mais calculer en euros ce qui reste ou pas dans la poche, ou au contraire ce qu'il va falloir sortir. Et ensuite, voilà, cet aspect revente. Ça, c'est important parce que pareil, faire un projet qui rapporte, j'en sais rien, 300 euros de cash flow par mois, ce qui est déjà très bien et très peu savent le faire, c'est bien, mais à la fin de l'année, entre guillemets, ça fait que 3600 euros. 3600 euros sur un projet d'achat-revente, c'est assez facile et très rapide à faire quand on a un minimum de connaissances. Donc voilà, il faut regarder les deux, il ne faut pas non plus acheter n'importe quoi, pas rentable du tout, pour pas que ça vous empêche d'enchaîner non plus, parce que s'il y a vraiment un gros cash flow négatif et que vous ne vendez pas le bien, eh bien là, vous êtes bloqué pour enchaîner d'investissement. Donc voilà, faut qu'il y ait un peu les deux, et de la rentabilité, et du cash flow pendant la location, et aussi une plus-value potentielle à la revente, et même si on revend à court terme, parce qu'on a trouvé un super projet, on a besoin de cash, on doit revendre, eh bien on peut se le permettre, et on continue d'avancer dans le projet. Encore une fois, on n'est jamais bloqué. Ah, puis même avoir
avoir, entre guillemets, dès que tu vois un bien qui est intéressant, moi je pense, enfin, je raisonne quand même plus dans ce sens-là maintenant, qui sont intéressants en location à la revente. Rien ne t'empêche de faire une offre, signer un compromis, et derrière, tu vois, tu le mets en résidence locative ou en principal pour la plus-value, et après, tu as 2 semaines, 3 semaines, un mois pour réfléchir à ce que tu en fais, Ah ouais, et clairement, te ouais. retirer. Ouais. Mais dès qu'il y a moyen, je pense, de gagner à droite ou à gauche, faut pas trop hésiter. Après, ça dépend de ses objectifs de chacun, mais si ça sort un petit peu du lot de ce que tu visites d'habitude, ce serait dommage de passer à côté. Même si tu es imposé derrière à la revente et que tu payes un tiers d'impôt, Ouais. il te reste quand même de l'argent à côté. Il y a beaucoup de gens qui voient que les impôts, mais il te reste quand même de l'argent à côté Ouais, au bout d'un non, si moment. tu payes des impôts, c'est qu'il y a de la plus-value et c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est plutôt bon signe, quoi. Ça fait Ouais. partie du jeu et ça se calcule aussi, ça s'anticipe et c'est OK, quoi. Mais effectivement, voilà, cet aspect valeur, quoi, valeur du bien, est-ce que demain je peux le revendre et gagner de l'argent? C'est super important. Enfin, pour moi, c'est même plus important que la renta, clairement. Enfin, moi, j'achète pas un bien si je suis pas sûr que le lendemain, je peux le revendre et au moins être à zéro. Au moins Mm. le revendre le même prix avec les frais de notaire. Du coup, je me rembourse aussi les frais de notaire. Donc, ça veut dire qu'il faut en gros acheter au minimum 7% de moins que le marché, voire plutôt 10. Pour avoir ce confort-là, c'est j'achète 100 000, je paye 7 000 de frais de notaire, et bien demain, sur le marché, mon appart, il vaut déjà 107. Et si on répond oui à cette question, qu'on coche cette case, eh ben, on est déjà tranquille, quoi. C'est que, voilà, on loue, on va gagner de l'argent, on peut se permettre de revendre, on va gagner de l'argent aussi, et du coup, on a cette souplesse pour pouvoir derrière aussi arbitrer notre patrimoine. Et ça, c'est une étape qui est ultra importante et peu on parle. C'est là aussi qu'on fait de l'argent finalement. C'est à quel moment je vends quel bien, lequel je garde, lequel je rénove, lequel je loue, etc. Et ça, c'est aussi des milliers, enfin plutôt des dizaines de milliers d'euros d'écart entre une personne qui a des connaissances et une personne qui n'en a pas. Et surtout, c'est la possibilité d'enchaîner les projets non-stop. Là, aujourd'hui, Bogart, demain, tu trouves, je dis n'importe quoi, un projet à 2 millions demande 30 000 euros d'apport, tu as la possibilité, si vraiment tu veux. Tu vends ton premier projet, tu les gagnes et tu les investis dans le gros projet. Ouais, après, le truc, c'est que c'est faisable, mais c'est pas très liquide. Il faut quand même compter 3 4 mois Ah pour le ouais, revendre. clairement, Même ouais, ouais, ouais. Voilà, mais sur papier, oui, même tu sais que tu seras jamais, enfin, ne jamais dire jamais, mais il y a peu de chances que demain, tu n'aies plus un euro sur ton compte. ouais, C'est quand même une sécurité, tu dors bien la nuit, et même par rapport, en dehors de ta personne, par rapport à la banque pour le financement, ouais, quand tu vas voir un banquier et que tu achètes moins cher que ce que ça vaut, que c'est rentré dans la location, il y a un moment, il est là pour vendre de l'argent, toi, tu es là pour acheter, donc ça ne peut que marcher. Enfin, c'est clair, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent je entendre pense du que coup. Ils de veulent base, voir un projet qui est sécurisé, qui rapporte de l'argent, et ils veulent avoir des garanties que tu puisses rembourser ton crédit. Donc là, en achetant moins cher, en ayant du cash flow positif, etc., eh bien, le banquier peut se dire, OK, même si Bogart, demain, il n'a pas de salaire, eh bien, il a déjà de l'argent, il a de la trésor, etc., pour pouvoir rembourser le crédit, ça va bien se passer, donc je lui prête, quoi. Et c'est vraiment comme ça que raisonne un banquier. Il pense au pire. Qu'est-ce qui se passe si demain, peu importe la raison, tu ne rembourses pas le crédit? Est-ce qu'il a un moyen de se garantir la somme qu'il t'a prêtée ou pas? Et si on lui prouve ça, bah après, il n'y a plus de risque pour lui. Et encore plus dans cette période où les banques, clairement, ont resserré la vis quand même, bah, quand tu arrives avec un dossier qui tient la route, avec un discours qui tient la route, les bons arguments qui vont dans le sens du banquier, et ben on se rend compte qu'on peut toujours emprunter assez facilement, 100%, voire plus encore aujourd'hui en 2022. mm. Est-ce que du coup, bah, vas-y, on va parler un petit peu du projet. Un petit peu, déjà, c'est quel type de bien finalement? C'est une maison de village, une maison de village qui est là depuis un petit moment, dans une petite ruelle piétonne. Ok, Là-bas, c'était une monopropriété. La personne qui habitait l'a acheté en état pas de ruine, mais pas loin. C'était pas vraiment habitable. Enfin, c'était plus habité depuis peut-être 50 ans. ah ouais, Il a fait un appartement, il y a habité, il en a rénové un autre. C'était quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment. Du coup, les deux appartements sont très bien faits. Et du coup, quand j'ai acheté, c'était une maison de village, c'est R+3, et il y avait le premier et le deuxième qui étaient déjà aménagés. Donc, il y avait un studio au premier et un 2 pièces au deuxième. Et les combles avec une vieille toiture au dernier. ok. Et donc là, aujourd'hui, tu as deux appartements, un en premier, un en deuxième, c'est ça? C'est ça. Ok. Et donc, tu les loues comment, cet appart? Du coup, c'est des appartements qu'on loue parce que je suis avec ma sœur. On est en indivision à 50-50. C'est des appartements qu'on loue en courte durée. Parce qu'on est dans une zone où il y a pas mal de passages en été ou en hiver. Ok. Pas mal de passages, du coup, location de courte durée été-hiver, et à l'automne, il y a pas mal d'ouvriers, d'artisans, donc on peut louer aussi comme ça.
D'accord. Et quand c'est pas loué, ben, on en profite pour le prêter aux copains ou même pour y aller nous. Ok. Ouais, mais tu as quand même une période assez longue de location, quoi. Quasiment toute l'année, tu peux louer en cours de. Ouais, on va dire que ouais, après, en fait, on loue très cher, mais pas longtemps. On va dire que sur une année complète, chaque appartement doit être loué à peu près 150 ou 200 nuits, donc ça fait peut-être la moitié en taux de Ouais, remplissage. c'est ça. Après, à terme, le but, c'est de fidéliser, faire sa clientèle, des gens qui montent en intersaison et de remplir au maximum. Mais c'est dur d'être visible au début quand il n'y a pas trop d'activité dans le village, c'est Ouais. pas simple. Mais bon, ça compense quand même les périodes pleines, fortes, ça compense pas mal ce vide, on va dire. Ok. Donc, ouais, mais au final, tu as environ un taux d'occupation de 50%, quoi. Ouais, à peu près, j'ai jamais trop calculé, bon, je dois être à peu près par là, je Ouais, pense. 50, 200 nuits, ça. Ok, ok, ok. Et du coup, Airbnb, j'imagine, c'est toi qui t'en occupes? Comment ça se passe? Est-ce que tu as délégué à quelqu'un? Ouais, Airbnb, Booking en plateforme, enfin en direct sur le Bon Coin, on est un petit peu de partout, des affiches dans le village. Ok, Tout ce qu'on peut faire, on l'a fait. nickel, parfait. Et ouais, je l'ai délégué à. J'ai de la famille qui est sur place. Du coup, je l'ai délégué à ma famille et je fais que leur répéter si un jour ils en ont marre, je trouverai une autre personne. D'accord. Et si je trouve pas d'autres personnes, et ben, je le mettrai à l'année parce que c'est aussi viable à l'année. Donc pour le moment, ça marche. Mais comme ça, c'est très rentable. Ouais, Donc ok. on continue comme ça. Et si demain il se passe quelque chose et qu'on doit faire différemment, on fera quand même différemment. Ça, c'est top aussi. Et c'est encore une fois un signe que c'est un bon projet. C'est que tu peux faire plusieurs choses et toutes ces possibilités te font gagner de l'argent, quoi. Ok. Et du coup, bah voilà, là donc tu n'as que deux logements et après, on va parler des comptes. Mais pour l'instant, il n'y a que deux logements qui sont loués avec un taux d'occupation à 50%. En gros, j'imagine que c'est très variable, mais en gros, en moyenne, combien ça te rapporte de profit? Je parle bien de profit, de cash flow, de bénéfices chaque mois en moyenne. Ouais, alors ben, du coup là c'est pour calculer, on va dire que là on a le différé, donc on a 250 € par mois. LMNP au réel, du coup avec les travaux et tout ça, on va pas payer d'impôts pendant un petit moment, donc les charges elles sont très faibles. Et l'an dernier, on a acheté du coup en janvier, on a loué fin février, on a fait quasiment 19 000 € de loyer. Donc là, on fait plus de 15 000 € cette année, mais sinon une fois qu'on amortira du capital, je pense moi, je pars toujours pessimiste, mais entre 6 et 700 € mensuels que sur ces deux appartements, mais il y a d'autres appartements en rénovation. Du coup, ça ferait vite x2, fois 2,5 en cash flow. Mais pour le moment, si on enlève le différé, on fait 600-800 € par mois, je pense, en cash flow. Donc, juste ton un seul projet, après avoir visité deux biens et encore le deuxième, tu l'as même pas visité, Ouais, tu gagnes au pire, enfin, quand tu auras fini de différer, parce qu'on va quand même remettre les chiffres pour l'instant, mais tu gagneras au pire, voilà, entre 6 et 700 euros de bénéfice par mois, quoi. ouais, Un demi-salaire moyen français, quoi, en gros. ouais, c'est ça. Après, ouais, je pars tout pessimiste, mais même là, j'étais parti pessimiste sur les chiffres qu'on allait faire cette année. Au final, on a fait x2, donc, enfin, fois quasiment 2. Ok. Donc, c'est que des bonnes surprises. Yes. Bah, c'est aussi effectivement une façon de calculer, toujours un peu pessimiste, prévoir le pire pour que ça se passe au mieux. Et c'est ce que tu as fait et c'est parfait. Ouais, non, mais les chiffres sont juste incroyables, quoi, du coup. 600-700 euros en un seul investissement de bénéfices mensuels. Et Après, donc, sachant ouais, que, là, ce qui est cool, c'est que j'imagine que tu as recréé une trésorerie au top grâce à ce différé, quoi. Déjà, depuis un an, tu loues, tu n'as pas beaucoup de crédits à rembourser. Donc, ça, ouais, c'est la trésorerie qui va te permettre soit de faire des travaux, soit de sécuriser ce projet-là. Si voilà, un jour, il n'y a pas de locataire, que c'est vide pendant 3 mois, bah, tu as de l'argent. Ou éventuellement, si tout se passe bien et que tu n'as pas besoin d'utiliser cet argent, bah, ça peut te servir d'apport pour le prochain projet, quoi. ouais, c'est ça. Donc, en vrai, Après, le c'est de premier l'argent qui projet part t'aide quand même. à faire le deuxième, clairement, quoi. C'est ça. Après, c'est de l'argent que je vis pas dessus, ni main sur ni moi, on s'en sert parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, entre guillemets. Du coup, c'est vraiment le but que ça nourrisse le projet. Mais on en a quand même fait partir une belle partie parce que on est en train de faire du coup une colonne avec des compteurs pour faire une division, pour faire d'autres logements. Ça coûte vite cher. Ouais. C'est vite des montants. Tu payes 5 000 € pour lui, 15 000 € ici, Ouais, c'est 9 000 € ici. Ça va assez ça, vite. pareil, c'était Euh, calculé, c'était prévu dans ton projet, j'imagine. ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, d'où le différé, ouais. Ouais. Du coup, on va dire que ce qui est bien pour le moment, on n'a pas mis d'argent de notre poche, à part pour l'apport. On a mis un petit apport, mais sinon, c'est que l'argent des locations qui finance les travaux pour le moment. Ok. T'avais mis combien d'apport? C'est pas indiscret. On avait mis 10 000 euros. C'était un projet à 179 000 € À vous qu'on de a voir. négocié.
Ouais, 179 qu'on a négocié 175 et on a mis aussi un crédit travaux pour la toiture. Et du coup, ça faisait une enveloppe globale à 200 ou 201 000 euros. Et on a mis 10 000 euros Ok. à deux. Donc en fait, tes 10 000 euros, tu les as déjà récupérés, Ouais, c'est ça. clairement. Tu les as déjà dans la poche, récupérés. Tu es comme avant, sauf qu'aujourd'hui, tu as un appart en plus, quoi, qui va te rapporter au pire des cas 600 euros par mois. C'est pas mal comme projet, on est bien. Et en plus, ce qu'on n'a pas abordé, voilà, c'est qu'il y a un troisième étage. Et ça, forcément, il y a de la valeur aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets sur ce troisième étage? Ouais, bah à la base, du coup, le troisième étage, les combles qui ne sont pas habités depuis peut-être 60 ans, je pense, quand tu vois l'état. Ok. On a fait refaire la toiture par la personne qui nous a vendu, qui était artisan, du coup. Donc, c'était un peu le pacte. En fait, on a réussi à négocier un petit peu 4 000 euros, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ok. Et le deal, c'était qu'ils nous refassent la toiture derrière. Ok. On l'a refaite à l'automne, en novembre dernier, et on a surélevé. Du coup, on a fait un étage en plus. En Ok. fait, on a fait un chien assis, mais un chien debout, je dirais, parce Ouais. que du coup, on a gagné plus de 25 mètres carrés en loi Carrez. Ok. Ok. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Du coup, en fait, ça fait R+3, mais le troisième est un duplex. Donc, il y a 2 fois 25. Ah, 2 fois 25. Ah ouais, j'avais pas Mais compris. qu'on va faire en un seul logement, en Ouais, fait. trois logements, mais le deuxième en duplex. En fait, il y a 4 étages maintenant dans ta maison, quoi. C'est ça. Et il y a aussi la cave où je veux faire un studio parce que c'est la même surface que le premier étage. Du coup, ça fera 4 apparts. Il est incroyable ce projet. Ok. Il est original, ouais. En gros, les deux, enfin le futur logement, donc le duplex, donc 50 mètres carrés, ça, tu penses, tu pourrais le louer combien avec la méthode que tu as mis en place là aujourd'hui? Ben après, le louer, ça sera à la nuit. À la nuitée, on sera, je pense, pleine saison entre 180 et 200 euros. Mais je pense à l'année, euh, je pense qu'on ferait autour des 15 000 euros que sur celui-ci. Ok, que sur celui-ci. Ok, donc Ouais. 10 000 euros de plus par rapport aux chiffres qu'on a déjà annoncés, qui sont déjà au top, quoi. Ouais, en sachant que les chiffres qu'on a annoncés, c'était l'an dernier, on a loupé 2 mois de location parce que le temps d'acheter, de faire un petit coup de propre. Et après, on a pris un confinement, mois de mai. On a pris un mois ou deux, je sais plus combien c'était. Vraiment, dans les pires conditions, tu as déjà gagné beaucoup d'argent. Et en plus, là, bah, il y a un grand logement à refaire. Et cette cave, alors cette cave, c'est quoi exactement? Tu veux faire Bah aussi alors, ouais, dans la cave? ouais, c'est ça. En fait, enfin, c'est pas vraiment une cave, c'est un rez-de-chaussée avec un store. D'accord. Donc, faire sauter les stores, mettre une baie vitrée. Ok. Et c'est pas très grand. Ça fait quoi? Ça fait 22 mètres carrés, je pense. Mais c'est la même surface qu'au-dessus. Donc, tu fais vite un petit logement de couchage. Et c'est bien parce que c'est des logements où tu loues moins cher, entre guillemets, mais qui sont tout le temps pleins. Parce que les gens qui sont tout seuls, qui passent, on a beaucoup de passages en vélo ou en moto ou autre, les gens, ça les intéresse pas d'avoir un gros appartement. Et du coup, ces petits appartements-là, ils se louent tout le temps. Et j'ai même des mois où mon studio est plus rentable que mon 2 pièces, alors D'accord. que la vie est moins chère. Ouais, comme quoi. Ouais, parce qu'il y a plus Ouais. d'occupation en fait. Il y a plus de nuits de réservées sur le studio, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu as une différence de 20 euros, entre 20 et 30 euros par rapport à la période, mais vu qu'il est loué, je sais pas, peut-être 20 ou 30% en plus, et ben, ça compense vachement, quoi. Ok, c'est incroyable ces chiffres quand même, hein. Pour un premier projet en plus, bravo. Parce que là, du coup, est-ce que tu as calculé combien tu pourrais à peu près, encore une fois en étant réaliste, voire même pessimiste, quand du coup, les quatre seront loués, la cave, les deux existants, plus le duplex en haut, combien ça pourrait te générer de chiffres à peu près annuels? Moi, je pense qu'avec une fois que la clientèle sera faite, on passera moins par les plateformes et que ça sera booké un petit peu plus, ça serait pas mentir de dire entre 40 et 50 000 euros annuels. Ok. Après, c'est dur d'être précis, mais je pense entre Ouais, 40 et mais 50. allez, même 40 pour rester sur la tranche Ouais, basse. c'est ça. Moi, je pars vraiment pessimiste. Je pars vraiment sur 40, pessimiste, une belle année, Ouais. Le dans chiffre, les on est conditions qu'on a d'accord, eues. hein. De rentrée de loyer, c'est le chiffre, ça, hein. Ouais, Ok. Et j'imagine que tu l'as en tête, ton crédit annuel, mensuel? ouais, crédit mensuel, on est à 900. Bon, là, du coup, je le paye pas pour le moment parce qu'on n'amortit pas de capital, mais on sera à 900, 950 et quelques, un peu moins de Ouais. 1000 euros. Un peu moins de 1000 euros. Ça fait aller, même on arrondit à 12 000 euros, 1 000 euros par mois. 12 000 euros pour 42 chiffres.
Ça fait 28 par an. Ouais, après, tu rajoutes un peu les charges, les impôts, tout ça. Oui, On bien part sûr. sur 15 000, tu comptes 15 000, tu comptes 3 000 euros pour les petites réparations, des bricoles, donc tu pars sur 15 000, ouais. Clairement, voilà, en un investissement, même s'il y a plusieurs lots, toi, tu es allé qu'une fois chez le notaire, c'est quelque chose qui, à toi et ta sœur, du coup, vous êtes deux, C'est ça. peut vous rapporter à terme, sans rêver, voilà, sans s'emballer, un SMIC par mois, quoi, en gros. Un 1 000 € net par mois, quoi. Ouais, même un petit peu plus, ouais, parce que du coup, de 15 à 40, ça fait 25 sur 12 mois. Ah ouais, mais dans les 25, c'est Ah là oui. qu'on enlève un petit peu de charge, un peu d'impôts, etc. Là, je Ouais, parle net, net, tu vois. Qu'est-ce qui te reste, toi, dans la poche une fois que tu as tout payé, mais y compris les impôts? bah, les impôts, je te dis, on fait tellement de Ouais, frais c'est vrai avec qu'on a un les coup à travaux, payer les les impôts, amortissements, pas d'impôts, ouais. que là, sur 10 ans, je pense qu'on ne les Ouais, verra pas. ouais. Tu n'auras pas d'impôts pendant des années. Tu n'as pas de charge de copro vu que c'est une Il seule n'y a rien. habitation. La taxe foncière déduite, c'est pas cher. Donc en fait, effectivement, ton chiffre, c'est quasiment. C'est pas ton profit parce qu'il y a le crédit, mais le reste, c'est ton profit quasiment, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, je pense que ouais, tu pars, on va dire, pour le moment, là, quand tant qu'il n'y a pas les impôts, tu pars sur 25, on va dire, allez, avec les impôts, tu pars sur 20 à l'année, quoi, en net. Quoi. Pas à l'année, c'est juste énorme. En un seul projet, voilà, c'est un salaire. C'est fait. Merci, au revoir. Ouais, Ouais. c'est ça. Après, tant que c'est pas fait, Ah on ouais, est passé, ou peut-être bien sûr, pas ouais. plus, peut-être moins. Après, pour le moment, il y a des travaux à faire, mais Ouais. en me basant par rapport aux chiffres qu'on fait sur les deux autres et à Ah ouais. l'évolution de l'endroit, ce serait dans ces eaux-là, ouais, je Non, pense. c'est pas fait. Ça se trouve, tu le feras jamais. Ça se trouve, pour de vrai, dans 6 mois, tu trouves un autre projet, et puis tu décides de faire une copro de cet immeuble, d'en vendre deux sur quatre pour pouvoir faire l'autre projet, et ainsi de suite. Et c'est OK, en fait, encore une fois, c'est savoir adapter sa stratégie à un instant T. Et là, aujourd'hui, c'est ça le plan, et il est au top, et les chiffres sont incroyables. Mais si dans 6 mois, dans un an, ça change, bah, tu as justement fait un tellement bon projet que tu as cette souplesse de se dire, je les mets tous en courte durée, je les mets tous en longue durée, j'en vends deux sur quatre, comme ça me rembourse, ça m'amortit une partie du prêt. Enfin, je rembourse déjà une partie du prêt et je peux partir sur autre chose si le banquier coince un petit peu. Enfin, donc là, quoi qu'il arrive, tu as gagné de l'argent. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas combien et quand, mais tout va bien se passer. Donc, c'est ça l'essentiel. Et c'est vraiment, enfin, je pense que du coup, si tu as fait ça, c'est pas pour rien. C'est ce que j'essaie vraiment de transmettre dans ce programme. C'est que les chiffres sur un bout de papier, se dire j'achète 100, je loue 10, je fais tant de pourcents de renta, tout le monde peut le faire. Par contre, dans la vraie vie, c'est autre chose. Et souvent, les problèmes ils commencent après avoir signé chez le notaire, quand on veut louer, quand on veut gérer, quand on veut faire des travaux, quand on veut revendre, etc. Et voilà, et ça, c'est très, très important de le comprendre et d'avoir, encore une fois, des connaissances jusqu'au bout du processus. Un projet immobilier ne s'arrête pas au moment où on a signé l'acte. Quel est le conseil que tu pourrais donner, voilà, de cette expérience-là, de ce projet-là, quoi? Mais je pense que la porte que je me suis prise avant sur l'appartement que j'ai loupé, ça m'a fait du bien au final, Mhm. parce que ça m'a évité de passer à côté de celui-ci. Mhm. Après, je pense ouais, c'est bien d'arriver à réfléchir à tout ce que tu peux faire avec, parce qu'au début, tu te rends pas vraiment compte du potentiel, mais c'est bien de vraiment étudier revente, location dans plusieurs modes de location et anticiper, vraiment anticiper. Et là, je me rends vraiment compte par rapport aux travaux. Quand tu as un maçon et un électricien qui bossent, c'est bien, mais il faut vraiment prendre des marges derrière. Pas dire il vient tel jour et tel jour je peux louer. Ouais. Prendre vraiment des marges au niveau financier parce que ça coûte plus cher que ce qu'ils te disent la plupart du temps. Tu as toujours des petits à côté et ça prend beaucoup plus de temps parce que tu en as toujours un qui est sur un projet à côté ou l'autre et il faut vraiment anticiper en fait. Ouais. Bah, Que ça, si le bah, pareil. projet en large, il est viable, niveau financier et temps, bah, je pense qu'il faut y aller. Mais si c'est trop ric d'un côté ou de l'autre, il faut vraiment y réfléchir. Ouais, en fait, s'il y a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute, faut pas le faire, en fait. Parce que voilà, quand on fait un projet comme tu l'as fait, il y a tous les clignotants ouverts, tous les feux sont ouverts, donc on doute pas, on investit Exact- vraiment, tu as pu investir même sans visiter le bien, parce que tu as vu les chiffres, tu as vu les photos, et puis voilà, tu savais le potentiel, et que peu importe que tu fasses un T2, un T3, deux studios, machin, tu vas trouver un moyen de gagner de l'argent, parce que le projet est tellement bon que du coup, voilà, tu as justement cette souplesse dont on parlait. Ouais. Ok, cool. Un autre conseil peut-être, ou une autre idée? ouais, bien creuser surtout, se renseigner, apprendre que ce soit en payant une formation, la tienne ou celle de notre, ça c'est pas le problème. Pardon. De lire des bouquins gratuits, des vidéos, mais apprendre parce que ce que tu sais pas, Ouais. et ben, tu passes à côté la plupart du temps. Et en immobilier, les chiffres, ils font mal. Et effectivement, quand on se loupe, ça coûte cher en principe. Et vraiment, je rebondis sur ce que vient de dire Bogart, mais
c'est vraiment mon conseil aussi, formez-vous. Et comme il vient de le dire, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, on s'en fout, mais formez-vous. Se former, ça ne veut pas dire s'informer. S'informer comme l'a fait Bogart sur YouTube, lire des bouquins, etc. C'est excellent, ça fait partie du process. Il faut savoir aussi être curieux, etc. Mais comme aussi l'a dit Bogart, le problème de ça, c'est que bah, chacun a un petit peu sa stratégie. Et au final, on est perdu, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas dans quel ordre faire les choses. Et au final, on va faire des erreurs. Et vraiment, les erreurs en immobilier coûtent trop cher enfin, je vois pas comment on peut se lancer dans un investissement à plusieurs centaines de milliers d'euros sans d'abord investir un minimum sur soi. Moi, vraiment, enfin voilà, ça fait maintenant 18 ans que je fais de l'immobilier, j'ai malheureusement vu beaucoup trop de gens faire des erreurs et qui ont eu un impact enfin, énorme sur leur vie, pas juste sur leur argent, mais sur leur vie en général. Parce que quand on achète un bien et qu'on peut plus le revendre parce qu'en fait on l'a acheté beaucoup trop cher et qu'on est muté à l'autre bout de la France ou quoi que ce soit, eh ben, c'est compliqué la situation, c'est qu'on ne peut pas se reloger ailleurs et ainsi de suite. Enfin, j'ai vraiment eu des situations très très compliquées. Donc vraiment, ouais, c'est mon conseil, formez-vous, choisissez votre formateur, celui qui résonne, enfin celui dont vous comprenez le langage et qui vous propose un produit qui est adapté à vos besoins. Et voilà, formez-vous. Enfin, je sais pas, moi j'ai investi 10 000 euros en crypto. Et ben, avant, je vais acheter une formation pour me former en crypto. Donc, quand on investit 4, 500 000 ou peut-être même plus en immobilier, je pense que c'est pas déconnant d'investir d'abord sur soi. Alors après, bien sûr, il faut bien choisir son formateur et ça, c'est à vous de faire ce travail, de faire cette recherche. Mais effectivement, pour moi, ça paraît un peu inconcevable de se lancer dans l'investissement sans se former. Ouais, je rajoute un petit peu là-dessus aussi. N'écoutez pas ceux qui n'ont pas atteint les objectifs que vous cherchez à atteindre. Ça aussi, souvent on dit, oh, c'est bon, moi j'ai mon pote, il a déjà acheté 3 biens, il va m'expliquer, pas besoin de me former. Ok, mais peut-être que ton pote, il n'a pas les mêmes objectifs, il n'a peut-être pas le même salaire, il n'est peut-être pas sur le même secteur. Et donc, si on le copie, on va se planter. Donc, faire attention à ça et encore plus attention voilà, aux gens de peut-être une autre génération qui vont dire que l'immobilier, c'est pas rentable, qu'on ne peut pas en vivre, etc., etc. Donc, entourez-vous des bonnes personnes et écoutez ceux qui ont déjà atteint les objectifs voilà, que vous visez. Ouais, il y a ça et aussi, moi, je pense que je me suis vraiment usé à vouloir avoir raison. En fait, on s'en fout, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir convaincre la personne qui achète un appartement, qui te dit que ça, il y a trop de travaux, c'est trop cher ou ton toit il prend l'eau. Faut pas. En fait, c'est un moment où tu perds trop de temps Ok. et ça peut aussi te décourager. Et une dernière chose, toi, tu disais les gens qui ont acheté, qui se retrouvent bloqués. Moi, je veux aussi dans l'autre sens, les personnes qui ont visité avant moi, Mhm. qui se sont pas positionnés, et ben, il y a un manque à gagner qui est quand même important. Et moi, je me dis que c'est des gens qui travaillent, qui la plupart, je les connais, ils prennent un salaire médian, donc 1500, 2000, Ça 2500 va changer euros. leur vie, quoi. Et juste pour quelques informations que tu n'as pas en tête, et ben, tu passes à côté d'un billet de 30, 50 ou 100 000 euros. Parce qu'il y a aussi la revente qui est vachement importante. Mhm. Et juste le fait de ne pas savoir quelque chose, ça te coûte plus, je pense, que ce que tu sais, mais que tu fais mal. Tu vois où je veux en venir? C'est ça. Bah, c'est un post que j'ai fait il y a quelques jours sur Insta, en gros, qui J'ai dit pas vu. si tu penses qu'un professionnel te coûte cher, c'est que tu sais pas ce qu'un incompétent te coûte, quoi. Et c'est ça, effectivement, malheureusement. Encore une fois, l'immobilier, c'est des gros montants. Chaque petite information peut vous faire gagner de l'argent ou vous faire perdre de l'argent. Et c'est souvent des grosses sommes. Et ce que vient de dire Bogart, c'est effectivement impressionnant. C'est quoi là, des gens qui gagnent pas super bien leur vie, qui auraient pu transformer aussi leur vie sur ce projet-là, bah, ils n'ont même pas vu en fait le potentiel parce qu'ils n'ont pas les connaissances, quoi, tout simplement. Ouais, Donc c'est ça. voilà, on en revient à ça encore une fois, comme dans tous les domaines, hein, que ce soit l'immobilier ou autre chose. Enfin, moi personnellement, j'investis pas si je maîtrise pas mon sujet, quoi. Et enfin toi, on est au courant, mais tu sais que je me suis formé en crypto avant d'investir en crypto, quoi. Donc l'immobilier, voilà, c'est quand même là où on va investir le plus d'argent dans notre vie en général. Donc c'est pas déconnant de se former un minimum quand même avant de se lancer. Pour à la fois éviter les erreurs qui coûtent cher, mais aussi savoir, comme Bogart, optimiser chaque petit détail qui font qu'un projet qui paraissait banal aux autres beaucoup soit un projet excellent qui, en un projet, ouais, tu pourras presque arrêter de travailler. Quand tu auras tout fini les travaux, ça pourrait presque déjà être en un seul projet ta vie de rentier qui démarre, quoi. Ouais, et en plus, ce qui est marrant, enfin, c'est pas vraiment marrant, mais c'est que j'ai un copain d'enfance avec qui j'étais à l'école, Mhm. qui a su que c'était en vente avant qu'il soit en ligne, Ok. visité avec sa compagne, ils ont fait le tour et ils se projetaient en tant qu'habitation, il n'y avait pas de jardin, tout ça, du coup, ils Ouais. n'y sont pas allés. Et quand je l'ai acheté, on en a parlé parce qu'on se voit en intersaison quand je rentre par chez moi, et il me dit, mais si j'avais su, je l'aurais acheté. Mais il n'a pas réussi à voir ce Ah ouais. truc-là, et ça, c'est vraiment véridique. Et après, il est moins dans ce rythme-là
d'investissement et d'indépendance financière et tout ça, il est peut-être un peu moins ambitieux, ce que je comprends totalement, mais il se rend quand même compte qu'il est passé à côté de quelque chose qui était quand même intéressant. De toute façon, c'est toujours quand tu as les résultats que les gens commencent à s'intéresser à ce qui se passe, quoi. Parce que sinon, effectivement, comment c'est possible de gagner un SMIC par mois juste avec un seul projet immobilier? Les gens ne te croient pas si tu dis ça. Donc, effectivement, par contre, quand tu l'as fait et que tu leur prouves, là, d'un coup, ils s'intéressent et après, ils se lancent aussi en général, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Et je pense même qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai pas pensé ou que je connais pas, ouais, sur lesquelles ouais, j'aurais pu optimiser ou faire mieux ou différemment, ça c'est sûr et ouais, ouais. certain. Et Clairement, on en apprend je sais toujours. pas, c'est pas grave parce que je suis pas au courant, mais c'est pour ça, ça donne envie d'apprendre encore plus Ouais, et de voir les opportunités que tu voyais pas avant. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que je vois ouais, pas. ouais. Et après, Même c'est vrai sur que ce sujet-là. les mots, c'est avant tout du terrain. Et c'est vrai que chaque cas est particulier. Enfin, chaque projet est différent. Là, entre guillemets, les problèmes, les solutions, les opportunités que tu as eues sur ce projet, sur le deuxième, ça sera tout l'inverse, en fait. Donc, c'est encore une fois pour ça qu'il faut avoir des connaissances globales de tout le processus pour vraiment pouvoir faire du sur-mesure, adapté à chaque projet, à chaque secteur, à chaque objectif, à chaque budget, et ainsi de suite, quoi. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup du cash flow, rentabilité. En gros, voilà, vous allez gagner 20 000 euros par an une fois que tout sera fini, de bénéfices. On n'a pas parlé de la plus-value. Est-ce qu'aujourd'hui, sachant que pour l'instant le haut n'est pas fait, enfin tu as refait la toiture, mais l'appartement n'est pas fait et la cave non plus, est-ce qu'aujourd'hui, si tu revends demain, est-ce qu'il y a de la plus-value? Ouais, déjà à partir du moment où tu as des surenchères, tu penses que tu as quand même bien acheté. Mhm. Et là, oui, si je revends, en plus, on a refait la toiture en novembre dernier. Oui, si je revends maintenant, après, c'est toujours dur de dire parce que tant que tu n'as pas vendu, bah, tu n'as pas Ouais. gagné. Mais je pense que, oui, en ayant acheté 175, on va dire, là, on est à 200 tout compris. Je pense qu'en revendant maintenant, ça serait pas déconnant de vendre à 250 000 euros. Donc on parle d'environ 50 000 euros de plus-value maintenant. Ouais, je pense. Et peut-être qu'à ce prix-là, ça serait un peu calme. Peut-être que j'aurai encore des surenchères parce qu'en fait, des projets comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Même la notaire de la vallée, m'a dit, j'ai rarement vu des projets en monopropriété à ce prix-là. Ok. Non, mais c'est incroyable les chiffres de ton projet. Je suis jaloux en vrai, hein. Euh, non, mais c'est vrai, hein, même sur mes projets, c'est pas forcément autant sur tous les projets non plus, hein. Non, c'est vraiment des super, super chiffres. 50 000 euros de plus-value, même si c'est 30, parce que c'est pas 50, voilà, on va être pessimiste encore une fois. Bah, en un an, tu t'es mis combien de bénéfices l'année dernière sur les loyers? 15? On va dire 15 000. Et même si sur 30, tu payes 30% d'impôts, tu as 20 et 15, et bah, tu sors 35 000 euros en un an. C'est 35 quand 000 même. euros en un an pour acheter un bien, quoi. Et on est Tu même pas pessimiste. visité. Et C'est ça. voilà. Et après, on entend des gens qui disent on peut pas vivre de l'immobilier. Et voilà, pour ceux enfin, qui n'ont pas écouté le début, tu as 25 ans et avant, c'est ton premier projet en plus. C'est pas comme ça, c'est 20 ans que tu investissais, quoi. Non, pas du Ouais, tout. c'est Non, pour non, ça c'est que mon vous projet. savez, on n'a pas forcément d'expérience, de connaissances, pas forcément un gros salaire. Toi, tu es en CDD en plus, j'imagine, vu que tu es saisonnier, non? Non, même pas. Je suis travailleur indépendant l'hiver, Ok, donc sur 5 mois, ok. en plein Covid. Donc les stations de ski en plein Covid, c'était pas le domaine le plus rentable. Ouais, c'est ça. Et l'été, ouais, je suis en CDD, entre 2 et 4 mois, ça dépend. Et malgré tout, voilà, on entend souvent, ils font un CDI, machin, bidule. Toi, tu as fait tout l'inverse et tu as quand même pu emprunter avec un petit apport, un apport quand même, un petit apport. Et surtout, ce projet, il t'a déjà rapporté de l'argent. Il va te permettre d'en faire d'autres. Et si tu veux, demain, tu te fais un gros billet, tu m'en vends, tu te fais un gros billet, tu passes à autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, le plus drôle, c'est que quand j'ai acheté, du coup, c'était en janvier, les stations de ski étaient fermées, j'étais au chômage à cette époque-là. Et c'était assez drôle, ouais, en fait, de se faire financer un bien où tu vends vraiment une valorisation sur les travaux, même si c'est viable à l'instant T, mais tu vends vraiment une valorisation au banquier, en fait, de ton projet, Ouais. de ton dossier, et derrière, t'as pas de travail, quoi. T'as pas de travail, et les stations de ski, où t'es en plein Covid, personne ne savait ce que ça allait donner. Mhm. Ah non, Et c'est en vendant de la location courte durée ou à l'année. Mais c'était pas le meilleur moyen ni le meilleur endroit. Enfin, il y avait rien qui allait, en fait, pour être clair. ouais. Non, mais ça aussi, voilà, c'est vraiment enfin, un message qu'on entend tout le temps. J'ai pas assez de salaire, je peux pas investir. Bah, la preuve, voilà, quoi. C'est réglé. Quand on a les connaissances, quand on sait faire un dossier bancaire et surtout quand on sait faire un projet sans risque et qui rapporte de l'argent dans tous les sens et qu'on arrive à présenter ça correctement au banquier au travers d'un bon dossier, bah, le banquier, il ne voit jamais ça de sa vie. Et là, il voit qu'il peut prêter de l'argent en toute confiance. Et bien d'un coup, le salaire, l'apport, ça a un peu moins d'importance, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, un petit point sur ça. Moi, je suis allé voir ma banque historique, ma banque du coup dans le village. Et au début, ils m'ont dit oui, c'est bon, ok, aucun souci. Ils m'ont dit, ben, signe de compromis, reviens nous voir. Ouais. Et entre-temps, ça c'est un peu compliqué parce que c'est pas resté en délégation parce que le reste à vivre était un peu juste. Enfin bref, c'est leur scoring bancaire. C'est parti au siège. Et au siège, même si le directeur a son mot à dire, il peut un petit peu appuyer, mais il n'a pas vraiment la pleine décision. Et on a failli passer à côté. Ça a été vraiment compliqué. J'ai eu une semaine où j'ai vraiment cru qu'on passait à côté. Ok. Et je sais que le prochain achat que je fais, même si le banquier me dit oui, je veux vraiment voir 10 banques. Ouais. Je veux vraiment voir vraiment 10 banques, quitte à perdre une semaine. Je me fais un rendez-vous le matin, un l'après-midi et pendant une semaine complète. Mais je ne ferai pas deux fois la même erreur de passer. Enfin, on n'est Ouais. pas passé à côté, on est de la chance. Mais c'était Non, non, mais vraiment. c'était limite, ouais. Et quand Ouais. tu vois ce que tu gagnes derrière sur ce projet, ça aurait fait mal quand même de le louper juste pour ça, quoi. Et ça, effectivement, ce que dit Bogart, moi, c'est quelque chose que j'explique dans mon programme. Déjà, il faut comprendre, c'est que chaque banquier est différent, chaque banque est différente. Il y en a qui font du 20 ans, d'autres du 25 ans, d'autres de l'apport, d'autres sans apport, d'autres du différé, pas de différé, etc. Donc, avant même d'ouvrir le bon coin ou d'aller visiter un bien, il faut déjà savoir combien on a d'argent et qui propose quoi. Et voilà, c'est pour ça que je dis d'aller en voir 10 pour déjà savoir qui fait quoi. Et ensuite, en fonction du projet qu'on va trouver, si on fait de la loc ou de la RP ou de la charge-vente, eh bien, on va retourner voir les banques qui avaient déjà validé ce côté-là du projet, quoi, finalement. Et ça, c'est important. Après, ce qu'a fait Bogart, voilà, c'est de reposer son projet sur une seule banque. C'est ultra dangereux aussi parce qu'on, voilà, je l'explique aussi dans le programme, mais les banques changent tout le temps d'avis. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut au moins en avoir deux qui vous ont validé le financement, si possible trois. Comme ça, bah voilà, s'il y en a un qui change d'avis, il y en a tout de suite deux autres à aller voir. On sait déjà lesquels aller voir. Donc, on a le temps, entre le compromis là, de retourner voir ces deux banques-là et de les mettre en concurrence et de négocier. C'est aussi là qu'on va être en position de force parce qu'on sait déjà que les deux ont validé. Il n'y a plus qu'à négocier entre les deux, voir qui nous fait la meilleure offre. Alors que si on va voir que notre banque historique, comme l'a fait Bogart, on signe le compromis, on retourne voir la banque et là, bah, oh non, ça passe au comité, machin bidule. Et ben, on croise les doigts pour qu'ils disent oui, parce que sinon, on n'a pas le temps d'aller voir une autre banque et on loupe le projet. Donc, c'est très important déjà d'aller voir 10 banques avant même de visiter votre premier bien et ensuite de valider le financement, en tout cas votre capacité, avec au moins deux banques avant de signer un compromis, quoi. Comme ça, derrière, c'est nous qui sommes en position de force et ça fait partie aussi de la méthode qui permet de négocier les meilleures conditions, même qu'on n'a pas un gros salaire ou un gros apport. Donc c'est cool, bah, tu as appliqué tout, à peu près tout le processus, sauf cette petite partie, mais tu en as vite retiré la leçon. Ouais. Effectivement, le fait d'acheter vite aussi, bah, c'est une bonne leçon parce que oui, les bonnes affaires, c'est dans les 24 heures, hein. Si on n'est pas capable de se positionner, comme je le disais, ça sert à rien d'aller visiter. Et ça demande des connaissances, ça demande du travail en amont, de l'étude de marché, faire les tableaux de calcul de renta, de plus-value, etc. pour pouvoir être capable, en fait, avant même, bon, toi, tu n'as pas visité, c'est encore différent, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est avant même de mettre le pied dans le bien que je visite, je sais déjà à quel prix je dois l'acheter pour avoir tant de cash flow, tant de renta, tant de plus-value. Et Ouais, voilà. je calcule comme ça maintenant aussi. C'est ça, en fait, normalement, c'est comme ça qu'il faut faire parce que sinon, tu fais quoi? Tu visites, c'est idéal, tu dis dans ta tête, waouh, c'est parfait, ça fait 6 mois que je cherche ça, c'est nickel. Mais là, tu flippes parce que tu n'as pas fait tes calculs. Donc, tu dis au vendeur, bah écoutez, je réfléchis, je vous tiens au courant demain, machin. Tu es incapable de lui faire une offre écrite avec un montant dessus parce que finalement, ok, c'est pas cher, mais combien concrètement ça te rapporte dans ta poche tous les mois, tous les ans? Qu'est-ce qui se passe sur les travaux, le prêt, etc. Donc, tout ça, ça demande des calculs. Et si tu n'as pas fait en amont, tu es incapable de faire une offre écrite à la fin de la visite. Le lendemain, quelqu'un d'autre visite et c'est trop tard. Donc ça, effectivement, c'est un petit conseil en passant. Normalement, il faudrait avoir ces chiffres-là avant même de visiter le bien, c'est-à-dire, OK, si j'achète 100 000, je vais avoir X de cash flow, ça ne le fait pas. Donc moi, je suis d'accord d'acheter le bien, par contre, qu'à 90 000. Là, on visite le bien. Et si effectivement le bien correspond à notre recherche, l'emplacement, les critères, les machins, eh bien, on sait tout de suite à quel prix faire notre offre. Pas à 90, mais à 80. Il va remonter, il va se mettre à 90. Nous, c'était notre prix pour atteindre notre objectif. Tout le monde est content et l'affaire est faite, quoi. Donc voilà, tout ça, comme l'a dit Bogart, hein, c'est vraiment faire les étapes dans le bon ordre et chaque étape anticiper la prochaine pour que tout se passe le plus facilement possible, le plus sereinement possible et surtout être efficace sur chaque étape et optimiser chaque étape pour gagner un maximum d'argent, quoi. Quelque chose à rajouter là-dessus, Bogart? Ouais, il y a ça. Après, il y a pas mal de monde qui cherche un bien sous-coté, Mhm, mais je pense que c'est vachement intéressant aussi d'aller voir, par exemple, sur Le Bon Coin mhm. et de mettre dates les plus anciennes, par exemple.
Ouais, bah, Et les biens qui sont là depuis 2 mois, 3 mois, parce que quand on vend quelque chose, on n'est vraiment pas en position de force. Enfin, en tout cas, moi, quand je vends une voiture ou n'importe mmh, quoi, je me rends compte que c'est vraiment l'acheteur qui est en position de force. Et le exactement. fait d'aller voir ces personnes-là, tu auras plus de marge de négociation Ouais. qu'un bien qui est mis au prix, voire un peu moins, où il y a eu 10 appels dans la journée, tu peux pas faire Non, grand-chose. clairement. Et ça fait aussi partie des questions qu'on est censé poser, soit au téléphone, soit pendant la visite. Depuis quand c'est en vente? Effectivement, cette information, elle est primordiale parce que ça va me donner tout de suite une indication sur est-ce que je peux négocier fort ou pas. C'est pas du 100%. Ça se trouve, le mec veut pas négocier parce qu'il a pas besoin de vendre et voilà, même s'il est propriétaire depuis 20 ans. Mais c'est une question super importante et effectivement, mener tes recherches en appliquant cette méthode, c'est effectivement, bah, ça peut marcher super bien, hein. Comme tu dis, c'est des gens, ça fait 3 mois qui sont en vente, ils ont peut-être pas eu de visite, enfin ça je l'ai vécu toute ma vie. Et puis voilà, les gens, ils ont peut-être perdu leur job, ils ont peut-être divorcé, ils sont peut-être mutés à l'autre bout de la France, ça devient super pressé pour eux. Ça fait 20 ans qu'ils sont propriétaires, et ben ils vont peut-être vendre un peu moins cher que prévu, peut-être même un peu moins cher que le prix du marché, mais vu qu'ils ont amorti peut-être la moitié de leur prêt, il va quand Là, même gagner de l'argent. Donc il peut le faire en fait. Donc quand on sait que ça fait longtemps qu'il a amorti son prêt, eh bien on sait qu'il a cette capacité de vendre même moins cher que le prix du marché et de gagner quand même de l'argent. Donc c'est ça aussi. Et pour finir là-dessus, je dirais que au-delà de faire les recherches sur Internet ou le réseau, je pense que surtout là où on fait les affaires, c'est en visitant les biens. Euh, Moi, je pense qu'il y a 9 affaires sur 10 que j'ai faites dans ma vie. Sur le papier, c'était pas une bonne affaire du tout. Par contre, j'ai visité, le bien m'intéressait et j'ai négocié comme un malade. Ne, 4 fois sur 5, ça passe pas. Quand ça passe, une fois sur 5, et ben, c'est là que tu fais aussi l'affaire. En fait, l'affaire, des fois, tu la crées juste avec la négo. Et la négo, elle intervient lors d'une visite. Tu vas pas négocier au téléphone. Donc ça aussi, il faut pas avoir peur parfois d'aller visiter des biens qui sont pas ouf sur le papier, mais voilà, un petit peu comme Bogart, où on voit qu'il y a un bout de terrain, peut-être pour construire quelque chose ou quelque chose à rénover, où il y a du potentiel, de la valeur à créer finalement, et ensuite bah, essayer des grosses négociations. Mais encore une fois, avant de balancer un prix n'importe comment, il faut avoir fait en amont ces calculs pour qu'est-ce que ça donne s'il achète 100, qu'est-ce que ça donne s'il achète 80, pour savoir avec quel chiffre on est OK et pour pouvoir mettre un plafond à notre négociation, parce que sinon on va rentrer dans le jeu de la négociation, les enchères, on va monter un petit peu plus parce qu'on a le coup de cœur pour le bien, et au final on va arriver chez nous et merde, en fait j'ai pas de cash flow positif, bah mince, je suis bloqué pour faire le deuxième projet, bon bah je serai jamais rentier. Et voilà. ouais, Donc tout ça, c'est ça ça. s'anticipe, ça se calcule, et vraiment voilà, c'est la façon de faire les choses, c'est avant de signer un compromis, on sait déjà tout ce qui va se passer sur les chiffres. Avant de visiter, on sait déjà à quel prix on est capable d'acheter ce bien, et ainsi de suite, quoi. Avant d'aller voir le banquier, on sait déjà qu'il est d'accord pour nous financer sous telles conditions, avec tel type de prêt, et ainsi de suite. Donc ça, c'est encore une fois, voilà, c'est les connaissances globales du processus. Ok, cool. Est-ce Ouais, que tu as déjà tout de suite un projet futur en tête ou pas du tout? Pour l'instant, tu focuses sur les travaux et sur le développement de ce bien-là. bah, du coup, ouais, je focus un petit peu sur ça. Après, j'aimerais bien en racheter quand même un. Donc, je me renseigne un petit peu. J'ai toujours des alertes un petit peu de partout. Ok. Plutôt dans un objectif de plus-value, donc en résidence principale, que j'en ai D'accord. pas pour le moment. Donc, ouais, je recherche un peu dans ce sens-là. Et après, j'ai rien de ciblé encore, mais je zèle un petit peu partout pour me faire l'œil. Et je pense aussi par rapport à ce que tu disais, ce qui me permet de faire une bonne affaire ou pas, c'est de pas mettre d'affect et de pas avoir peur de se prendre des portes. Ouais. Et je pense que si tu pas peur de te prendre des portes sur des offres et que si ce bien tu l'as, c'est super, mais si tu l'as pas, c'est pas grave parce que tu t'es pas trop projeté dedans, ben, ça peut que marcher au bout d'un moment. Tu vas peut-être prendre 10 portes, mais la 11e, ça va être la bonne. Donc, Clairement. Ça, c'est super important. Pour donner quelques chiffres, la moyenne en France, c'est 14 visites pour acheter un bien. Ça, c'est la moyenne, y compris résidence principale, hein, pas que investisseur. Mais Mono. déjà, on comprend qu'il faut visiter beaucoup de biens. Après, voilà, comme Bogart, quand on est formé, qu'on sait où on va, bah forcément, on peut acheter en faisant beaucoup moins de visites. On perd beaucoup moins de temps aussi là-dessus. Une part de chance aussi. Mais oui. Ouais, clairement, mais la chance, comme tu dis, ça la provoque. À un moment donné, tu as ouvert le bon coin et tu as passé le coup de fil. Si tu fais pas ça, tu peux pas tomber sur ce projet, etc. Et ce que vient de dire Bogart, voilà, c'est vraiment très important, hein. Quand on investit, c'est que les chiffres qui comptent, c'est des maths, c'est tout. Le reste, on s'en fout. C'est une étude de marché. Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que je vais pouvoir louer? À quel prix? Est-ce que je vais pouvoir vendre? À quel prix? Est-ce qu'il y a des travaux? Combien ça coûte? Et c'est tout. Le reste, que ça vous plaise pas, le bien, on s'en fout en fait. Si ça plaît à la clientèle du secteur, à votre cible, c'est l'essentiel. Et ça, c'est vrai que malheureusement, souvent les néo-investisseurs, eh bien, il y a quand même un petit peu le coup de cœur.
qui rentrent en jeu. Ils font leurs calculs, ok, c'est rentable, machin, mais celui-là, non, j'aime pas la vue, par contre, celui-là, la vue, elle est géniale. Et en fait, bah, ils prennent pas les bonnes décisions parce qu'on est là pour gagner de l'argent, pas pour se faire plaisir, c'est pas nous qui allons habiter le bien. Donc voilà, il faut acheter un bien qui correspond à ce que recherche la cible sur votre secteur. Le reste, on s'en fout en fait. Juste pour Ouais. finir, Bogart, si tu veux bien, voilà, toi qui as suivi le programme Les Clés de l'immobilier, euh, à ton avis, à qui tu pourrais recommander ce programme? Quel est le profil d'homme qui pourrait vraiment bah, trouver ce dont ils ont besoin dans ce programme? Euh, Quelqu'un déjà qui a envie, parce qu'il y a plein de gens, tu peux leur donner ce que tu veux, quand ils veulent pas, ils font pas. C'est la base. C'est pour ça qu'au début, tu en parlais pas à tes proches, mais si, fais ça, c'est bien, vas-y, fais du sport, achète tel appartement, fais ci, c'est super. En fait, quand les gens n'ont pas envie, ça marchera pas. Ouais. Mais une personne qui a envie vraiment de faire quelque chose de différent et de voir ce domaine-là sous tous ses aspects, Mhm. et qui est un peu dégourdi et qui est prêt à bosser, à se bouger un petit peu, je pense que ça peut que marcher. C'est une question de temps après, c'est une question de temps, Mhm. mais pour la personne qui se bouge, ouais, ça marche. C'est important aussi, encore une fois, voilà, on n'a jamais dit que c'était facile et que ça allait se faire en 2 jours, mais vous voyez quand même les résultats qu'on peut atteindre rapidement comme l'a fait Bogart. Mais effectivement, il va falloir mouiller le maillot, comme je dis tout au long du programme. Il faut appliquer, il faut passer à l'action, et voilà, il faut aller visiter des biens, il faut peut-être en visiter 15, 20, il faut peut-être faire 10 offres avant qu'il y en ait une qui passe, mais quand il y a une qui passe, bah voilà, on a gagné un SMIC mensuel pendant des années et des années, quoi. Donc ça vaut le coup de le faire pendant quelques mois. Je ne me rappelle plus, Bogart, combien de temps à peu près s'est passé entre le moment où tu as rejoint le programme et le moment où tu as signé ton compromis? Je crois que j'avais rejoint la format, c'était pendant le confinement, donc c'était mars ou avril, par là. Ok. Et j'ai signé l'acte définitif en janvier. J'ai trouvé l'affaire en juin. C'est ça, ouais. Du coup, ouais, de formation en mars et j'ai trouvé l'affaire en juin. Donc, le compromis, on va dire juin ou juillet. Derrière, ça a traîné avec la banque et tout ça. Mais Ah bah, ouais, c'est là que, de toute façon, on peut pas aller plus vite que la musique, mais moi, c'est pour ça que je t'ai demandé le compromis, parce ouais, qu'après, c'est le ça. reste, voilà, il y a peut-être 3 ou 4 mois incompressibles. Ah ouais, je En pense que fait, c'est du coup, ça peut-être dit 4 mois entre le moment où tu as rejoint le programme et le moment où tu étais chez le notaire en train de signer le compromis, quoi. un petit peu moins, ouais. Et encore, j'étais même pas là chez le notaire vu que j'étais de Ouais. l'autre côté de la Ouais. France. Mais ouais, 3 mois, ouais. Donc en fait, tu visites pas, tu signes pas, mais tu encaisses l'argent. C'est bien, hein. Non, j'étais là le jour de l'acte authentique. C'est un bon concept. Non, mais voilà, encore une fois, quand on sait comment faire, bah, on peut effectivement tout faire à distance, en fait, quoi. Ouais, et après aussi, du coup, pour revenir à ça, bah, en tant que saisonnier, il n'y a pas grand monde qui connaît vraiment cette ambiance-là, mais il y a beaucoup de contraintes parce que tu es 4 mois ici, 5 mois ici, tu bouges tout le temps. Mais je pense que ça te force à trouver des solutions, à trouver quelqu'un, à te renseigner à droite, à gauche, à appeler. Même pour les artisans, c'est un peu plus compliqué, je te l'avoue. Mais par contre, le jour où je suis sur place pendant longtemps, que je dois faire des visites, où j'ai rien à chantier, bah, ça va aller 10 fois plus vite, quoi. Ouais, c'est clair. Parce Ouais, qu'en fait, tu es tellement obligé de beaucoup plus apprendre et d'être beaucoup plus dégourdi quand tu n'es pas sur place et que tu n'as qu'un téléphone et un ordi et c'est que compliqué, hein, ouais, pas sur place. ouais, Ouais, et encore plus c'est pas quand tu fais des compliqué, mais il projets. faut être bien réveillé, je pense. Ouais, et encore plus, toi qui as beaucoup de travaux, quand le truc il est nickel, il n'y a rien à faire, pourquoi pas, mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'est pas forcément mon conseil. Après, toi, tu n'étais pas sur place, mais c'est quand même un point que tu connais. Donc, tu connais le secteur, tu connais le marché, tu connais la demande, etc. Donc, c'est aussi ça le plus important quand je dis qu'il faut investir sur place. Et après, ouais, le réseau, bah, j'en parlais aussi beaucoup dans le programme, mais ça peut être long à créer, mais une fois qu'il est fait, il est fait, quoi. Après, c'est juste de l'entretien. L'entretien, c'est en fait aller boire des canons avec ces gens-là. Et voilà. Et en fait, un réseau, c'est pas 50 000 personnes, hein. Un seul agent immobilier, ça peut être votre réseau à vie pour faire 15 investissements et être entier, en fait. Ça suffit. Il suffit que vous ayez un bon relationnel, voilà. Enfin, vous deveniez pote avec lui. Un agent immobilier, il a peut-être au moins, sinon il faut qu'il change de métier, mais au moins 4 nouveaux biens par mois à proposer. Alors, ça ne sera peut-être pas tous des biens qui sont dans ton budget, etc. Mais tout ça pour dire, toi, si tu achètes déjà 2 ou 3 biens dans l'année, c'est le bout du monde. Un seul agent immobilier, il en aura peut-être 50 ou 100 dans l'année. Donc, un seul agent immobilier, ça peut servir de réseau d'apporteurs d'affaires. Ensuite, un artisan, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de connaître tout le monde, les chrétiens, le machin, le bidule. Si on a la chance d'en trouver un bien qui fait du bon boulot, en, en principe, les gens qui bossent bien veulent bosser avec des gens qui bossent bien. Ils ont l'habitude d'être sur les mêmes chantiers, ils viennent du même village, etc. Donc, le blacklist qui bosse bien,
on va lui dire avec quel électricien tu veux bosser pour que ça se passe bien. Parce que l'électricien, il passe avant le plaquiste et il faut qu'il se coordonne. Et bien, en fait, une fois qu'on en a trouvé un, on lui demande avec qui on veut bosser, il fait son équipe lui-même presque. Limite, on le charge de coordonner le, travaux, le chantier et on se décharge de ça, quoi. Donc voilà, le réseau, effectivement, ça prend du temps. Ça demande aussi si possible, d'être sur place. C'est forcément beaucoup plus simple en physique que par téléphone de se faire copain avec quelqu'un. Ça prend du temps. Mais après, voilà, un bon artisan, un bon notaire, un bon banquier, un bon agent immobilier, et c'est bon. On peut être entier, en fait, ça suffit. On a notre réseau, quoi. C'est pas Ouais. forcément 50 agences, quoi. Peut-être qu'il va falloir aller en voir 50 avant d'en trouver un qui nous rappelle nous à chaque fois en priorité. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de noms. Donc ça, oui, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais une fois que c'est fait, bah là, encore plus que maintenant, tu pourras acheter à distance, sans visiter, sans rien faire. On va t'appeler un jour. Tiens, j'ai un appartement dans le même village à tel prix. Toi, tu connais déjà l'étude de marché, tu connais déjà la demande, tu connais déjà les prix de revente, tu connais tout. Tu as l'artisan, tu as le notaire, tu as le machin. En 1 heure au téléphone, tu peux boucler le truc, quoi. Tu peux boucler l'affaire. Et c'est ça aussi ce qui se passe en immobilier. C'est vrai que le premier projet est souvent le plus long, le plus compliqué. On a un peu peur, on ne maîtrise pas, c'est nouveau, etc. Mais une fois qu'on en a fait un, et puis là, en plus, un projet comme toi, Bogart, où il y a quand même beaucoup d'argent à gagner, bah, ça motive à en faire d'autres. Et surtout, bah, tu as encore appris plein de choses, tu te perfectionnes. Et plus tu avances dans tes projets, plus ça sera simple et rapide, en fait. Enfin, pour tout le monde, c'est comme ça. Ouais, et pour revenir aux artisans, je pense que oui, les bons recommandent des bons, et tu le vois vite. Mhm. Et après, je pense aussi, il faut pas se mettre de barrières parce que nous, on a à peine de signer, dès que je voyais un truc intéressant, j'ai refait des visites parce que j'étais sur place Mhm. et j'ai revisité quelque chose dans le même genre. Après, l'été, il y en a eu un autre. Et même si tu peux pas acheter parce que là, il y a pas mal de travaux d'argent à sortir, du coup, je ne vais pas non plus être de partout à courir. Mais donc là, il faut que je me laisse 1 an ou 2 pour finir celui-ci avant de passer sur un autre. Mais même quand il y a une annonce qui t'intéresse, tu y vas, tu visites, tu vois l'agent immobilier, quitte à faire une offre, vu que tu sais que, entre guillemets, tu pourras pas acheter. Tu fais une offre, par contre, si ça passe, normalement, tu trouveras toujours une solution, toi ou un copain ou un cousin, ou trouver de l'argent à droite ou à gauche, c'est pas le problème. Ouais. Mais juste déjà d'être là, de pas perdre ce rythme-là. Voilà, tu as un refus de prêt, puis voilà, tu n'as rien perdu, tu as perdu un peu de temps. Exactement, tu as perdu une demi-heure, tu as vu quelqu'un, tu as bu un café, c'était sympa, mais de pas se bloquer, de dire c'est dans tel ordre-là que ça doit se passer. Et aussi laisser un peu les choses faire. On t'appelle, tu vas boire un café au bar, il te dit ben, lui, le voisin, je crois qu'il veut vendre. Ben, je l'ai appelé Ouais. directement, tu veux vendre, est-ce que je peux visiter? Ouais. Et tu visites avant que ce soit en vente. C'est ça. C'est souvent comme ça qu'on trouve les meilleures affaires, c'est qu'on s'y attend pas, hein. C'est exactement ça. On n'a pas du tout prévu de visiter un bien et encore moins de l'acheter. Et il y a une connaissance qui nous appelle, tiens, il y a ça, et go, c'est parti, quoi. Et c'est souvent comme ça les meilleures affaires. Mais par contre, ce réflexe de continuer à visiter, même si tu sais à peu près d'avance que tu ne veux pas acheter pour l'instant, ça c'est cool aussi. Et c'est aussi ce travail-là qui va te permettre, bah, pour le prochain projet, un peu comme celui-ci, peut-être de visiter que 2 ou 3 biens parce que tu auras déjà tout compris, tout cerné sur le secteur. Et tu pourras filtrer les visites au maximum. Donc, c'est vraiment ça l'immobilier, hein. C'est même la meilleure formation du monde. Oui, elle va vous apprendre beaucoup de choses, mais après, il faut aller sur le terrain, clairement. J'ai beau expliquer comment on parle à un agent immobilier, si demain vous n'allez pas voir des agents immobiliers et ressortir le discours, bah, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous rappeler, et ainsi de suite. Donc après, voilà, faut mouiller le maillot, faut aller sur le terrain, et en même temps, c'est plutôt cool parce que là, on veut juste se faire des nouveaux potes qui ont des compétences qui nous sont utiles dans nos projets d'investissement. Mais voilà, c'est pas non plus une grosse corvée, quoi. Et quand on a là aussi encore la méthode, quoi dire à un agent immobilier pour qu'il ait un peu plus envie de nous rappeler nous que le voisin et ainsi de suite, bah forcément, on va beaucoup plus vite dans les choses, on a des résultats beaucoup plus vite et on fait des projets beaucoup plus vite, quoi. Ouais, et aussi, je pense que, enfin, en tout cas, ça marche avec moi, mais j'oublie vite les choses dont je me sers pas. Ouais. Et pendant le confinement, j'avais un peu que ça à faire, entre guillemets, avec d'autres activités, mais j'ai vraiment poncé la formation, des bouquins, plein de choses. Je faisais peut-être huit Ouais. dix heures par jour, Mhm. que ça, des annonces, des annonces, des annonces, plein de villes, des études de marché, meilleurs agents, tout ça, que ça, que ça, que ça. Et du coup, tu as vraiment un œil que je pense que j'ai moins maintenant parce que je pratique moins. Et le fait d'arriver à faire des visites, à parler de ça, à échanger comme on fait là ou avec d'autres personnes, ça te remet un peu dans le bain et tu es plus apte à voir certaines choses que si jamais tu t'endors pendant 6 mois parce que tu as un projet en cours ou que tu penses que tu n'as pas les sous pour l'apport ou autre chose, quoi. Ou tu n'es pas sur place, ou peu C'est importe. c'est dans tout dans la vie, c'est juste du focus, hein. Ce que tu es en train d'évoquer, c'est effectivement, quand tu regardes ça 1 heure de temps en temps, il va rien se passer. Par contre, quand tu es focus, bah,
ton subconscient va faire le taf et parfois, effectivement, tu es en train de te promener, tu vas avoir une super idée ou quand tu vas visiter un bien, tu vas tout de suite voir autrement parce que tu as l'œil de l'investisseur. Et ça, c'est l'implication et je pense que c'est aussi clairement ce qui t'a permis à toi d'aller aussi vite. Enfin, moi, je le vois hein, au sein du programme, c'est simple. Je peux dire, au bout de 2 semaines, je peux dire qui va acheter dans 3 mois, qui n'achètera jamais. Parce que bah, Ouais. voilà, il y en a qui avancent dans la formation et moi, je traque tout, je suis. Et surtout, toi, tu étais quasiment tout le temps en visio de coaching de groupe. Tu étais impliqué, parfois même, tu n'avais pas forcément de questions, mais tu venais pour écouter les questions des autres, etc. Voilà, tu étais focus sur ton objectif et c'est le seul moyen d'atteindre son objectif. Et voilà, au final, bah, tu as acheté en 3-4 mois, tu as pu faire un projet comme peu de gens savent le faire en France au final, alors que c'était ton premier projet. Donc effectivement, on peut, comme tu l'as dit, hein, on peut avoir la meilleure formation, les meilleurs conseils. Si derrière on n'applique pas et qu'on ne roule pas le maillot, il ne va pas se passer grand-chose. Et voilà, ça c'est le passage à l'action. Et ça, tu l'as fait dès le début et c'est ce qui t'a permis d'aller vite. Et après que tu relâches, ça fait partie aussi du process. Hein. L'immobilier, je dirais, c'est un marathon. On va investir plus ou moins toute notre vie. Quand on commence à investir comme ça, on peut en faire un par an pendant 40 ans si on veut. Donc c'est normal qu'il y ait des périodes pendant 6 mois où tu déconnectes, tu penses à autre chose, tu as d'autres objectifs, d'autres passe-temps, ce que tu veux. Et puis ça y est, hop, j'ai fini mes travaux du premier projet, tiens, j'ai un peu de sous, on va aller voir le banquier, on va en lancer un deuxième. Et dans 6 mois, ça ne m'étonnerait pas, je te revois au visio de coaching, etc., parce que tu te repenches à fond sur un nouveau projet. Quoi. Donc ça, c'est normal, hein, c'est logique, on ne peut pas être à 100% tous les jours sur l'immobilier, enfin en tout cas, toi, tu as déjà acheté, c'est normal qu'il y ait une petite coupure, tu te concentres sur ce projet-là, et après, tu vas t'y remettre, ça va revenir automatiquement. Quoi. Mais ouais, ça, c'est important aussi, le focus et l'implication et l'application, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, de toute façon, c'est ça, c'est le principe de l'engagement, quoi. Quand tu es engagé dans quelque chose, il y a des gens qui font, parce que certaines personnes font en un certain temps, en 10 fois moins de temps, bah, parce qu'ils sont plus engagés, ils font que ça. Ouais. Et Mais ça, moi, c'est marrant, mais je pourrais tout de suite dire les noms, qui va réussir ou pas dans le programme de formation. Enfin, voilà, juste par rapport à ça, qui participe sur le groupe, des membres, qui vient au visio, qui avance régulièrement dans la formation, chacun a son rythme, et qui avance, voilà, qui reste focus presque au quotidien dans la formation, même si c'est que 10 minutes par jour, et qui reste focus dans le truc. Et au final, bah, voilà, maintenant, la formation existe comme depuis pas loin de 2 ans, un an et demi, quelque chose comme ça. Et bah, ça ne trompe pas, hein. Clairement, tous ceux qui étaient impliqués comme toi, bah, c'est tous ceux qui ont acheté très rapidement. Et il y en a d'autres qui n'ont toujours pas acheté. Et je pense qu'ils n'achèteront jamais parce qu'ils n'ont même pas ouvert le module 2 de la formation, en fait, tu vois. Donc voilà. Donc après, c'est de l'implication, clairement. Mm. Ok, cool. Bon, bah, du coup, c'était bien plus long que prévu, comme d'hab. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal d'infos intéressantes pour les gens qui vont écouter ce podcast. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire, Bogart, ou est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Euh, ouais, une dernière chose, je pense que l'entourage a vraiment un impact dans les deux sens. Yes. Moi, je me rends compte que dans mon milieu, milieu de saisonnier, c'est plus ambiance. On fait du sport, donc par rapport à nos milieux, on fait du ski, du snowboard, tout ça, on fait la fête, c'est vraiment ambiance vacances tout le temps, c'est vraiment cool. Mhm. Et ça te freine. Et tu vois, juste le fait de discuter avec toi, ou d'avoir des copains qui sont dans la formation au téléphone, des fois pendant un petit moment, ou d'en parler, ou de faire une visite ou autre, vraiment d'être dans ce milieu-là, de baigner dedans, ça t'accélère, mais je pense qu'on peut pas s'en rendre compte parce que c'est pas quantifiable. Ouais. Mais ça marche dans les deux sens. Si tu te mets en immersion dans ton coin avec des gens qui en parlent pas, ben c'est très bien, c'est OK, il n'y a pas de problème, mais ça va plus te brider qu'autre chose. Donc après, à voir à quel rythme tu veux aller et je pense savoir s'entourer. Moi, c'est vraiment le problème aujourd'hui, je me rends compte, c'est d'avoir du mal à trouver l'entourage dans mon milieu. Mais après, le bon point, c'est qu'on est en 2022 et si tu arrives à prendre un petit peu du temps pour toi et avec un portable, un livre, un podcast ou des vidéos ou ce que tu veux, bah, tu peux entre guillemets te le créer. Et les sujets où tu sais que les gens ne sont pas vraiment dans ce sens-là, comme l'immobilier, enfin, Mhm. la conversation qu'on vient d'avoir, il y a peu de gens qui pensent que c'est possible ou qui y croient. Bah, déjà, t'en parles pas. Comme ça, déjà, tu évites une confrontation. Ça fait un problème en moins. Du coup, t'en parles pas. Du coup, t'as pas ce côté négatif. Par contre, tu peux te renforcer derrière en lisant des bouquins, en écoutant tout ce qui tourne autour de ça, dans le bon sens. Et au final, je pense que ça compense vachement la balance. Même si ça renforcera jamais, enfin, si ça remplacera jamais, pardon, une rencontre physique, mais c'est quand même toujours mieux ça que rien du tout et oublier ce que tu veux faire à la base.
C'était cool, en tout cas, on avait prévu avec Bogart de faire un... Je l'ai briefé avant, je lui ai dit on parle pas trop parce qu'on sait que lui au moins on parle beaucoup. On avait dit on fait 15-20 minutes, bon ça a duré 1 heure et demie, peut-être même plus. Mais bon, on va le laisser comme ça, on va laisser comme ça, on va l'enregistrer comme ça direct. Et en tout cas, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de notions très très importantes, voilà, que ce soit le projet sur mesure, le fait d'anticiper, de tout calculer, le fait d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, je vends, je loue, je fais de la courte durée, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup, Bogart, pour tout cet échange, tout ce partage. Merci d'avoir partagé ton expérience. Merci à toi pour ton temps et pour l'invitation. C'était cool. Merci à toi surtout et encore bravo pour ce projet parce que finalement, j'avais pas encore tous les détails des chiffres et c'est juste un excellent projet. Donc bravo à toi et puis tiens-nous au courant de la suite de toute façon sur le groupe comme d'habitude. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup Bogart, à bientôt à tous, on se retrouve dans le prochain podcast. Bye bye.